Pour la prochaine intervention, on va désormais s'attaquer à la santé humaine et les risques, causés sur celle-ci par les chenilles processionnaires et les précautions à prendre. Et pour ce faire, je vais donner la parole au docteur Catherine Péquet, qui est praticien hospitalier en allergologie et en dermatologie à l'hôpital Tenon à Paris. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis une ancienne praticienne hospitalière, je suis à la retraite et j'ai travaillé dans le cadre du groupe de travail sur les chenilles processionnaires à l'ANSES. La suivante. Donc, moi, je vais vous parler donc du retentissement en santé humaine en vous proposant d'abord quelques points sur pourquoi on fait des réactions, comment surviennent les contacts, qui peut être exposé, avant de vous parler des manifestations et, si possible, des quelques précautions qu'on peut prendre. La suivante. Alors, pourquoi on fait des réactions? Comme on vous l'a dit, donc ces chenilles ont des poils urticants. Donc j'ai repris le schéma du rapport de l'ANSES, où on voit bien que ces poils sont vraiment très acérés, avec une petite glande au milieu qui contient ce qu'on peut appeler du venin. Et la pénétration dans la peau ou les muqueuses de ces poils, ils vont être soit cassés, soit dégradés. Et ça va entraîner la libération de plein de substances de différentes familles qui vont participer à la création d'une réaction inflammatoire. Donc, il y a des substances qui vont vasodilater les vaisseaux, donc comme l'histamine, les leucotriènes, les prostaglandines. C'est ce que vous avez par exemple lors d'une piqûre de moustique. Il y a aussi beaucoup de protéines et de peptides à activité enzymatique, entre autres, qui vont majorer cette action inflammatoire et avoir une action également sur l'immunité, voire pour certaines chenilles, ça va agir sur la coagulation. La suivante. Dans une étude faite en Italie sur la chenille processionnaire du pin, il y a eu 353 protéines qui ont été identifiées dans ce venin. Une étude plus récente sur la processionnaire du chêne, 171 peptides et protéines, et quasiment tous interviennent sur des réactions enzymatiques inflammatoires, sur le métabolisme, et très peu sont des allergènes. La suivante. Alors, comment est-ce qu'on rentre en contact? On peut rentrer en contact avec ces poils par contact direct avec la chenille ou avec le nid. Et il s'agit le plus souvent de contacts professionnels, par exemple les travailleurs en milieu forestier ou dans les parcs et jardins avec des arbres atteints, ou en Espagne, c'est beaucoup lors de la récolte de cônes. Mais on peut avoir ce contact direct aussi lors de chutes de chenilles ou de nids, lors d'activités de loisirs qui se réalisent sous ou à proximité d'arbres infestés, comme le jardinage, des promenades à pied ou en vélo en forêt ou l'affouage. Pour les enfants et les adolescents, c'est un cas un peu particulier du fait de leur conduite de jeu avec les chenilles et les chenilles, voire la mise à la bouche de chenilles directement, avec des conséquences qu'on verra tout à l'heure. Et puis, il peut y avoir aussi des chutes de chenilles, notamment en cas de berceau placé à l'extérieur sous un arbre infesté sans protection. La suivante. Le contact indirect, c'est dans l'étude dont on vous a parlé, donc sur les cas répertoriés des centres antipoison, c'est un peu plus de 40%. Et il y a deux modalités. Ça peut être un contact avec les objets contaminés par les poils urticants de ces chenilles. C'est le cas de la manipulation de terre, de végétaux, de vêtements. Contact avec du linge séché à l'extérieur à proximité de nids de chenilles. Et il y a même eu dans la littérature des contacts par la salive d'un chien qui avait joué avec une chenille et qui avait léché ses maîtres avec ensuite, ils ont présenté des réactions. Le deuxième type de contact indirect, c'est le contact aéroporté. Il n'y a pas de contact direct, c'est-à-dire que les poils sont disséminés dans l'atmosphère. Donc on ne se rend pas compte de ce contact,
Il n'y a pas simplement le contexte est évocateur. Et donc, ça se passe lors d'activités à proximité d'arbres infestés, notamment dans des parcs, bords de route, jardins privatifs ou résidences avec des arbres infectés. Et c'est le plus difficile à reconnaître. La suivante. Alors, qui va être atteint? Il n'y a pas de manifestation pour toutes les personnes exposées. J'ai repris quelques études de la littérature. Par exemple, une enquête par questionnaire qui a été réalisée en Meurthe-et-Moselle chez des habitants à moins d'1 kilomètre d'une forêt infestée par la processionnaire du chêne. Simplement 43% des répondeurs ont déclaré être gênés par ces chenilles. Dans le document de la Mutualité sociale agricole de 2004, sur 220 bûcherons exposés, simplement 66 se sont déclarés incommodés. Et l'étude la plus récente, c'est celle italienne avec la chenille processionnaire du pin, pour lesquels sur 88 tronçonneurs, 81% ont présenté des lésions dans l'étude de surveillance. Et les facteurs favorisants, c'était l'exposition lors de la chute des arbres et de l'ébranchage. Il n'y avait pas de contact direct dans cette étude et le rôle des vibrations décrochant les poils a été évoqué comme facteur favorisant. La suivante. Une étude espagnole sur la processionnaire du pin a été réalisée pour essayer de déterminer la prévalence des réactions cutanées dans une population adulte dans une zone d'endémie, avec une stratification sur 3 zones, urbaines, semi-urbaines et rurales. La prévalence globale est d'un peu plus de 10%, et bien entendu, il y en a plus dans la strate rurale que dans la strate urbaine, qui était qu'à 4%. À Vienne, pour la processionnaire du chêne, c'est là encore une enquête par téléphone auprès de familles, par téléphone auprès de familles et institutions à moins de 500 mètres d'arbres infestés. Et sur 1025 répondeurs, 5% à peu près ont déclaré avoir des lésions liées aux chenilles, et surtout lors du passage sous les arbres infestés, que celui-ci soit au bord de route, dans un jardin de voisins, dans leur propre jardin, et il n'y avait que un peu moins de 40% de contact direct avec des larves ou des exuvies. La suivante. Alors les manifestations. Je vous ai dit donc que ces poils vont pénétrer dans la peau. Donc en cas de contact direct avec la chenille, les lésions vont être sur toute la zone de contact avec la chenille. Quand il n'y a pas de contact direct, ce sont les zones non couvertes par les vêtements ou par les équipements de protection individuelle qui vont être atteintes, avec notamment le dos des mains, les espaces interdigitaux, les poignets. Au niveau du visage, ça peut être les paupières. Il y a aussi très souvent une atteinte du décolleté, de la nuque, des faces latérales du cou, toutes les zones qui peuvent être découvertes. Et il y a d'autant plus de lésions qu'il y a sudation qui va permettre au poil de coller plus sur la peau et donc de pénétrer peut-être plus facilement. L'aspect, c'est une réaction inflammatoire, donc c'est une dermatite papuleuse. C'est donc rouge, c'est en relief et ça gratte. Vous voyez la photo en haut à droite, c'est une photo après 5 à 6 heures après un contact aéroporté avec les poils de chenille. Plus tardivement, vous voyez les lésions, les papules beaucoup plus marquées. Et puis les lésions, donc, en cas de grattage, vont être escoriées et vont durer beaucoup plus longtemps. Donc ces lésions n'apparaissent pas immédiatement, mais dans les heures qui suivent le contact. Et leur durée, c'est de 1 à plusieurs jours, voire plus en cas de grattage, avec éventuellement un risque de surinfection. La suivante. Il y a quelques particularités de ces manifestations, notamment la réaction d'œdème, de gonflement peut être beaucoup plus importante sur les zones de peau fine comme les lèvres ou les paupières. Et très souvent, c'est pris par erreur pour une allergie. Les atteintes respiratoires, quand ce poil pénètre dans la muqueuse respiratoire, ça va entraîner toux et gêne respiratoire. En cas d'ingestion, ça va être un œdème buccal qui peut être important avec un risque d'asphyxie, notamment chez les enfants. Et en cas de pénétration
plus basse dans le tube digestif, ça va être des douleurs et des diarrhées. La gravité, ça peut être l'atteinte oculaire. Au début, c'est une simple impression de corps étranger, de larmoiement, de conjonctivite et gêne à la lumière, donc photophobie. Le risque, c'est la formation de nodules conjonctivaux qu'on appelle ophtalmie noueuse, qui vise à englober les poils de la chenille pour les éliminer. Le deuxième risque, c'est la migration de ces poils qui vont aller de la cornée vers les zones postérieures, avec possiblement une atteinte de la rétine, avec risque de perte de l'acuité visuelle. Donc en cas d'impression de corps étranger, larmoiement, conjonctivite, photophobie, après un séjour dans une zone où il y a possiblement des chenilles processionnaires, il est indispensable d'aller consulter un ophtalmo. La suivante. Les manifestations allergiques sont très souvent évoquées, mais en réalité, elles sont très rares. Elles sont possibles chez les personnes qui ont été sensibilisées par des contacts antérieurs et on les reconnaît parce que c'est une apparition rapide en moins d'1 heure après le contact avec les poils. Donc tout à fait différent de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là encore, c'est rouge, c'est gonflé, ça gratte, donc des papules d'urticaire qui vont apparaître rapidement et disparaître en moins de 24 heures. L'œdème peut être aussi important, donc on appelle ça une urticaire profonde, notamment en cas d'atteinte allergique au niveau des paupières et des muqueuses. Au niveau respiratoire, le risque, c'est la crise d'asthme et le risque, c'est la réaction allergique généralisée ou choc anaphylactique avec urticaire, atteinte respiratoire, chute tensionnelle. Et ça, c'est une véritable urgence médicale et heureusement, c'est rare. La suivante. Alors, la prise en charge. Reconnaître ce type de lésion et les incriminer à juste titre à ces chenilles n'est pas facile, sauf s'il y a un contact direct. Il n'y a rien de spécifique dans ces manifestations. Et il faut donc rechercher le contexte dans les heures précédant l'apparition des lésions. Pendant mon activité, j'ai eu une dizaine de patients qui ont présenté, adressés en allergologie, ce type de manifestation. On a pu faire le diagnostic une fois très facilement puisque c'était un forestier qui est venu avec son nid de chenille. Donc là, c'était facile de reconnaître les lésions et la cause. Il y a tout un groupe de randonneurs, randonneuses dans différentes forêts qui ont présenté les lésions que je vous ai présentées, y compris au niveau du cou, du décolleté. Le contexte, dans des zones où il y avait une randonnée, dans des zones où il y avait des chênes et des pins infestés, ont facilité la reconnaissance, de même que l'aspect clinique. Et puis, il y a eu plusieurs cas un petit peu plus difficiles à diagnostiquer, notamment un patient dont vous avez vu un des bras, il a manipulé des bûches de chêne pour sa cheminée. Et on a pu identifier a posteriori l'origine de ces manifestations en recherchant avec des scotch, en scotchant le bois et en regardant au microscope, on a pu se rendre compte qu'il y avait ces poils. Donc, reconnaître n'est pas facile. Le traitement, il n'y a rien de spécifique, c'est simplement des dermocorticoïdes et des antihistaminiques pour calmer l'inflammation, en sachant que tout disparaît rapidement, spontanément. Par contre, en cas d'atteinte oculaire, bien sûr, il faut une consultation ophtalmologique pour mettre en évidence les poils par diverses techniques et surtout retirer ces poils pour éviter le risque de migration vers le pôle postérieur de l'œil. Cependant, la dernière étude publiée sur le sujet est plutôt rassurante puisque à 1 an, sur un suivi de 9 patients sur 11 pour lesquels l'ablation des poils a été incomplète, il y a eu une disparition spontanée de ces poils et aucune migration en postérieur. L'atteinte muqueuse, elle nécessite une prise en charge spécifique, surtout chez les enfants, pour éviter l'asphyxie. Et quant à l'anaphylaxie, bien sûr, c'est une urgence médicale et c'est l'adrénaline qui en est le traitement. La suivante. Alors, les précautions. C'est basé surtout sur l'information. Et pour les enfants
et les adolescents, c'est essayer de faire passer le message qu'on ne joue pas avec les chenilles et les nids, quels qu'ils soient, car on ne pourra pas les identifier facilement. D'autre part, dans la littérature, il y a des séries de cas de réaction à ces chenilles chez des jeunes ou des militaires qui ont installé des campements sous des arbres infestés. Donc effectivement, on ne fait pas d'activité physique ou de repos sous ou à proximité des arbres infestés. Mais c'est pas toujours facile de le savoir. Et dans une forêt, quand il y a l'annonce, le petit panneau annonçant il y a un risque, il n'est pas facile de voir pour la processionnaire du chêne si oui ou non il y a quelque chose. Après, pas de séchage du linge à l'extérieur si on sait qu'il y a des chenilles à proximité. Pour les professionnels, la dernière étude italienne recommande les équipements de protection individuelle, mais qui sont très difficiles à supporter, d'adapter le travail aux conditions climatiques, notamment d'éviter des activités de tronçonnage, débranchage, quand il fait très chaud, pour éviter la sudation et donc le plaquage des poils. Et en cas de tronçonnage des arbres, de rester à distance d'au moins 15-20 mètres pour éviter donc le contact par dissémination suite aux vibrations du tronçonnage. Combien de temps donc on vous a bien présenté que les poils les poils urticants étaient sur les chenilles et donc pas sur toute l'année. Mais malheureusement, dans la littérature, les données concernant la durée du potentiel urticant des poils laissés au passage ou sur les sols est totalement variable et je ne peux pas répondre à cette éventuelle question sur combien de temps on doit éviter, on doit se protéger de ces poils. La suivante. En conclusion, c'est une pathologie souvent méconnue puisqu'elle est difficile à reconnaître, à identifier, le plus souvent sans gravité. La prévalence réelle est donc difficile à établir et pour éviter la survenue, c'est l'importance de l'information et la diffusion des précautions, en sachant que c'est très difficile de savoir si oui ou non on va être exposé en dehors du contact direct. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine. On va du coup passer aux questions. Donc, première question, est-ce qu'on a une idée du seuil de sensibilité ou de réaction s'il y a une exposition minimale, s'il y a un nombre de poils ou par rapport à avoir des réactions? Non, on ne peut pas lui dire ça parce qu'on ne sait pas la pénétration. Il faut savoir que ces poils, ils sont tout petits, comme on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est moins de 100 microns ou 200 microns, hein, donc c'est tout petit, hein, donc on ne peut pas voir. Donc, et après, ils peuvent rester sur la peau, ils peuvent pénétrer, se casser partiellement. Le niveau de pénétration dans la peau peut être différent, donc on ne peut pas répondre à ça. Alors, on a une deuxième question. Jusqu'à quelle distance peut-on être exposé à des poils urticants libérés par la chenille sans contact direct? Très difficile de répondre encore. Vous avez vu que dans la revue de la littérature, des gens à 500 mètres pouvaient avoir des lésions. Donc bon, c'est le côté aéroporté. C'est très difficile de dire. L'étude, par contre, italienne montre bien qu'à 15-20 mètres de l'arbre qui est en train d'être abattu, il y a beaucoup moins de risques qu'en étant à une distance inférieure. Mais là, tout ça, ça dépend des conditions climatiques, ça dépend du vent, de tellement de choses que c'est très difficile de pouvoir répondre de façon scientifique. Est-ce que nous avons à quel nombre d'expositions développe-t-on une allergie? Est-ce qu'à partir de plusieurs expositions, on peut devenir allergique? Merci Emmanuel pour la question. Là encore, c'est pas possible de répondre parce que tout va dépendre de son système immunitaire, du mode de présentation, de son terrain génétique, etc. Donc c'est impossible. Mais c'est jamais à la première
expositions, il faut plusieurs expositions. Mais on ne peut pas dire si c'est 1, 10, 20, 50, la quantité. Tout ça, on peut pas dire. Désolée. Une autre question, c'est le rinçage a-t-il une utilité? Alors, le rinçage des vêtements, certainement. Le rinçage de la peau, il vaut mieux et je pense que c'est souhaitable, mais il faut pas non plus frotter puisqu'on a pu voir que en frottant, on risque de faire pénétrer aussi. Donc c'est pas frotter la peau, c'est vraiment rincer. Et dernière question pour cette partie, est-ce que nous avons une idée des erreurs de diagnostic qui peuvent être dues à d'autres inflammations, d'autres piqûres? Alors, j'ai été souvent appelée par mes collègues, pour savoir quelle était, l'origine des «boutons» entre guillemets présentés et je pense que les pathologies liées aux chenilles sont plus fréquentes que ce qu'on évoque, et que, ce qu'on a comme données, c'est très difficile et la plupart du temps, les gens ne consultent pas puisque c'est relativement bénin. Il y a que quelques cas, c'est quand c'est, important, majeur, ou des atteintes oculaires, muqueuses, là, on va beaucoup plus consulter. Très bien, merci. Eh bien, Bertrand, si tu veux reprendre la main. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation qui a mis en lumière les risques liés aux chenilles processionnaires, une partie du moins.